propose d'entamer sans plus tarder ce point de presse que nous avons imaginé, que nous avons proposé. Avant de dire quoi que ce soit sur le campus, je tiens à adresser mes remerciements à l'équipe de la com, à Claire Omiera, son équipe, pour l'organisation efficace et de ce point presse. Je remercie les journalistes présents physiquement ou à distance pour l'intérêt qu'ils ont marqué envers le campus Condorcet en participant à cette conférence de presse, qui se tient donc en mode hybride. Circonstances obligent, peut-être plus. Au fond, c'est sans doute une modalité intéressante qui permet d'y multiplier les possibilités de communiquer avec les uns et avec les autres. Et je remercie bien évidemment les chefs d'établissement ou leurs représentants qui sont présents ce matin et qui, donc, ce faisant, participent à la conférence de presse. Magda Tomasini, Jamil Daclia, Jean-Michel Verdier et Caroline Callard qui représente Christophe Prochasson. Donc ce matin, mais la liste n'avait pas vocation à être restrictive, évidemment. C'est donc un certain nombre des membres du campus Condorcet qui sont également présents. Et si vous le souhaitez, pour aussi échanger avec vous, bien sûr, sur le sujet du campus Condorcet. Donc, au fond, je dirais que ce point a peut-être plusieurs vertus. D'une part, faire un point sur le campus un an après son ouverture, bien sûr. D'autre part, rappeler peut-être un certain nombre des objectifs qui sont ceux du campus, qui sans doute le sont plus que jamais, des objectifs qui se précisent d'une certaine manière, qui se dessinent mieux, avec des enjeux que nous voyons, que nous percevons et que nous pouvons affirmer, comme des perspectives qui dessinent l'avenir du campus Condorcet. Et puis, donc, pour illustrer tout cela, nous avons à la fois un versant immobilier, dont nous parlerons, et puis un versant scientifique, avec des volets d'enseignement, des volets de recherche qui se développent. Et voilà. Je crois qu'il est important et intéressant de faire voir, de faire sentir ce qui se passe sur le campus Condorcet. Au fond, je me suis dit que on n'allait pas parler tout de suite de l'an 1 du campus Condorcet, mais évoquer les défis du campus Condorcet. Au départ, enfin, en schématisant un peu, le campus Condorcet était un projet immobilier qui permettait d'installer des équipes scientifiques sur fond de manque cruel de locaux en région parisienne. Et je pense qu'on ne fera pas offense au projet initial en disant que la fin était d'abord immobilière. En tout cas, c'est ce qui a été fortement mis en avant. Il s'agissait vraiment de trouver des mètres carrés qui permettraient à la recherche de mieux se développer, la recherche, en particulier en sciences humaines et sociales, en vertu des initiateurs du projet. Mais bon, nous ne sommes pas là pour faire un historique. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt par contraste, de dire aujourd'hui ce qui, à mon avis, caractérise le campus Condorcet et qui va le caractériser de plus en plus. Aujourd'hui, le campus Condorcet s'affirme progressivement, encore une fois, de plus en plus nettement, comme un projet scientifique qui est rendu possible par l'immobilier, par la dimension immobilière, mais qui ne se limite pas à cette dimension, ni même au périmètre du campus Condorcet dans sa dimension physique. Je crois qu'on peut se dire, enfin nous avons intérêt à nous dire, il y va de l'avenir du campus, que la fin du campus Condorcet est une fin scientifique dont l'immobilier est le moyen. Cette bascule, nous sommes en train d'en prendre la mesure, peu à peu, posément,
en mesurant les enjeux. Ce n'est pas un renversement de perspective, c'est une forme de synthèse supérieure à laquelle nous parvenons. Le projet scientifique va se déployer à travers le programme immobilier, ses locaux, ses équipements. Et donc, la dimension immobilière permet de potentialiser les activités scientifiques qui sont réunies et réalisées grâce aux membres. Et ce faisant, il va au-delà de lui-même, d'une certaine manière, par sa productivité, la productivité dont il va se rendre capable, avec peut-être quelques principes, au fond, qui émergent, qui sont présents dans le document stratégique dont je reparlerai, Condorcet 2025. Mais je pense pouvoir le dire, fait consensus aujourd'hui entre nous, c'est que le principe de collaboration, donc évidemment, qui commence à se constater de plus en plus sur le campus Condorcet, physique, n'est pas restreint aux seules équipes des membres présentes physiquement. Nous avons posé dans le projet Condorcet 2025, encore une fois j'y reviendrai un peu tout à l'heure, un certain nombre d'axes de collaboration et identifié des ressources qui sont fournies par les membres, dont un certain nombre sont là, dont d'autres ne sont pas physiquement là, mais sont susceptibles de participer à la dynamique scientifique. Donc ce point est assez important par les effets que cela peut induire. Cela indique d'ores et déjà, c'est un point aussi auquel nous tenons, que le campus Condorcet ne se pense pas comme un ensemble clos, une sorte de vase clos, où il y a tellement de belles forces rassemblées qu'il se suffit à lui-même. C'est cela et pas seulement cela, c'est bien plus que cela. Et donc ce principe de collaboration, en second lieu, peut naturellement amener à des partenariats des membres ou de certains des membres du campus Condorcet à travers des équipes de recherche, des équipements, avec d'autres institutions et d'autres équipes. Donc ce principe d'ouverture, il est aussi important à poser et à rappeler, non seulement, pour le dire en d'autres termes, le premier principe, disons, suggère que les membres, dès lors qu'ils y consentent et qu'ils y voient un intérêt, peuvent activer des collaborations avec d'autres ressources qui ne seraient pas nécessairement sur le campus, donc ce qui renforce encore l'activité du campus, mais en outre, bien sûr, et c'est déjà le fait, c'était le cas avant, c'est le cas aujourd'hui, ça le sera demain, mais je pense qu'il est important de l'affirmer, contre, disons, des idées reçues qui pourraient voir le campus Condorcet comme une sorte d'entité close, que ce principe de collaboration avec d'autres institutions, d'autres équipes, que ce soit en Île-de-France, que ce soit en France, ou évidemment en Europe et au-delà, ce principe est aussi présent et s'illustre d'ores et déjà dans un certain nombre d'actions conduites. Et en troisième lieu, c'est d'autant plus nécessaire que le principe d'interdisciplinarité, qui s'impose aujourd'hui de plus en plus dans le domaine de la recherche sur un nombre croissant de sujets et de questions, amène naturellement à ne pas se restreindre à un principe de collaboration qui serait purement interne. Encore une fois, pour le dire, j'espère sans équivoque, nous avons d'ores et déjà de l'interdisciplinarité qui travaille au sein du campus, au sein des membres, Magda Tomasini rappelle souvent, et a raison, que les travaux de recherche qui sont conduits par l'INED sont des travaux conduits par des équipes pluridisciplinaires. C'est le cas d'un certain nombre d'équipes de recherche qui rassemblent des compétences relevant de divers champs disciplinaires. Mais ce principe-là, on l'a posé clairement dans le projet stratégique Condorcet 2025, a vocation à s'appliquer sans restriction et, disons, à la faveur des projets qui émergent et des opportunités qui pourront se faire jour. C'est l'enjeu de l'interdisciplinarité qui est intra-SHS et SHS autre science. Ce point est aussi important à poser
et à affirmer, le campus Condorcet y est prêt, est ouvert à cela. Encore une fois, un certain nombre de membres l'illustrent. J'ai mentionné l'INED, je peux mentionner l'École pratique des hautes études, ou Sorbonne Paris-Nord, qui sont des membres qui, dans la totalité de leurs activités de recherche, illustrent la pluridisciplinarité relevant de tous les champs scientifiques. C'est un peu moins le cas des autres membres qui sont bien souvent beaucoup plus typés, relevant du domaine arts-lettres, sciences humaines, sciences sociales, droit, économie, gestion, mais voilà, toutes ces réflexions amènent à favoriser, dans le principe, dans l'idée et l'intention, des collaborations avec d'autres sites, d'autres regroupements de recherche, qui sont en Île-de-France ou ailleurs. Mais ce qui me paraît important d'ajouter sur ce point, c'est que tout cela vit bien sûr de la volonté de collaboration entre les membres, dès lors qu'ils en voient la pertinence scientifique et qu'ils y voient l'opportunité d'un renforcement de leurs institutions. Ce que je n'ai pas souligné, mais que je pense que tout le monde a à peu près à l'esprit, c'est que l'établissement public Campus Condorcet, qui porte le projet Campus Condorcet, n'est pas un regroupement au sens de la loi ESR. Lorsque j'essaie de faire la différence, je dis, bon, c'est un groupement volontaire d'un certain nombre de membres qui relève de regroupements selon la loi. Dans l'histoire récente de l'enseignement supérieur et la recherche, le projet Condorcet a précédé les communes et ainsi de suite. Donc nous sommes retrouvés, rattrapés par le principe de regroupement de 2013. Mais ce groupement, qu'est le campus Condorcet, néanmoins continue à vivre et même se renforce au fur et à mesure des opportunités qui se présentent aux membres. Donc cette volonté, elle est évidemment capitale, et je pense qu'elle fédère aujourd'hui nos réflexions. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Et une autre chose très significative, qui même a été frappante, puisque au fond cela me rapproche de l'an 1 du campus Condorcet, c'est ce sentiment d'appartenance au campus et de communauté scientifique en constitution qui très vite s'est manifesté. Et au fond, il y a une demande, une attente des équipes qui sont installées de faire campus, de se penser comme membre de la communauté Campus Condorcet. Et donc un souhait clair de travailler ensemble, de croiser les compétences de la part des équipes, des chercheurs, des enseignants-chercheurs s'exprime, et c'est évidemment tout à fait capital. Bon, il est certain que si cette volonté existe, naturellement elle produit des effets par la coexistence d'équipes dans des bâtiments partagés, par les rencontres que cela favorise, qui sont ainsi rendues possibles, par les équipements communs tels celui-ci, le centre de colloque qui donne des opportunités d'organiser très simplement, très facilement des événements conjoints. Donc il y a un effet de sérendipité, si vraiment il y a un lieu où en sciences humaines et sociales aujourd'hui l'effet de sérendipité peut fonctionner, c'est bien ici, et c'est ce que l'on commence à observer. Alors évidemment, notre rôle est aussi d'aiguillonner, d'inciter, et c'est ainsi que nous avons des appels à projets pour organiser des ateliers de recherche ou des journées doctorales dont le principe est d'associer des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, des doctorants, issus d'institutions différentes. Ce qui, évidemment, et vous avez dans le dossier de presse un recensement des projets qui ont ainsi été retenus cette année dans le cadre de ces appels à projets. Donc voilà, le groupement Campus Condorcet doit vivre, s'éprouver, se renforcer au fur et à mesure et pas à pas. C'est ce que nous observons. Et les évolutions, si évolution il doit y avoir,
suivront naturellement ce que nous observons en termes de collaboration, d'opportunités créées par le campus, d'intérêt à développer des formes de coopération, de mutualisation, de solidarité. Voilà. Un autre intérêt qui, comment dire, est partagé très largement par les membres, ce sont les enjeux territoriaux, qui sont de nature aussi à activer ces collaborations et à fédérer. Nous sommes dans un territoire en très forte transformation, avec un très fort potentiel, évidemment, très intéressant, un vrai laboratoire social. Et à cette transformation territoriale, le campus Condorcet souhaite contribuer, et d'ores et déjà, il contribue. Il y contribue par son implantation immobilière et son principe d'ouverture, qui s'illustre qui s'illustre physiquement, mais aussi par des initiatives qui ont commencé à se nouer avant même que le campus soit ouvert, et évidemment va se renforcer désormais et commence à se renforcer. Et ce qui, je pense, est relativement bien connu par certains des membres qui sont dans soit dans le territoire, soit dans des territoires comparables. Je pense à l'Université Paris 8 ou l'Université Sorbonne Paris Nord ou l'Université Paris Nanterre, et que donc ces établissements sont prêts à déployer aussi, dans le cadre du campus Condorcet, des établissements qui étaient dans Paris intramuros sont aussi très intéressés de développer. Et si l'on considère les initiatives auxquelles participent ou qui initient les universités de Sorbonne Nouvelle, le HESS, le PHE Paris 1, voilà, nous avons effectivement des formes d'implication fortes, des sciences sociales, des humanités, dans des projets territoriaux qui peuvent être des projets de diverses natures, s'adressant à tous les publics, s'adressant aux lycéens, aux collégiens, j'en reviendrai, ou s'adressant de façon ouverte à tout un chacun, ou se nouant dans des partenariats avec les collectivités. En tout cas, il y a un intérêt très fort, c'est important aussi de le dire, des parties prenantes, du préfet, que nous accueillons pas plus tard qu'il y a 3 jours ou 2 jours, ici même, qui lui-même organisait un séminaire avec l'ensemble des élus de Seine-Saint-Denis. Et voilà, il y avait une symbolique intéressante et très intéressante pour nous à accueillir ce séminaire du préfet avec l'ensemble des élus. Un intérêt très fort de la nouvelle maire d'Aubervilliers. Je rencontrais pas plus tard qu'hier sur le sujet de nos collaborations, avec laquelle très clairement un fort partenariat va se nouer. Il existait déjà, mais je pense qu'on est en train on a toutes les raisons de penser que nous pourrons aller sur un partenariat très structuré et structurant avec le territoire de Plaine Commune aussi, dont l'intérêt pour le projet Condorcet est avéré. Et on doit rencontrer le nouveau président d'ici quelques jours à ce propos. Donc nous avons des enjeux de diffusion des savoirs, et les rendez-vous Condorcet sont, historiquement déjà bien inscrits dans le paysage, mais ils se perpétuent. Il s'efforce de s'inscrire de plus en plus au cœur de la vie du territoire, avec les conférences elles-mêmes, et puis des temps d'échange et de rencontres avec des collégiens, des lycéens, autour des conférenciers qui sont accueillis. Donc nous avons aussi des enjeux de dialogue entre sciences et société, des enjeux de développement in situ dans ce territoire de recherche-action, de formation-action, de démarches de sciences participatives, d'expérimentation de création à l'interface des arts et des sciences. Tout cela, ne peut pas se réaliser hors sol, et le territoire dans lequel nous nous trouvons est un extraordinaire lieu d'expérimentation et d'implication des équipes. Je dirais que ce discours que je porte, bien sûr, donne un tour volontaire et un peu officiel à la chose, mais
très clairement. Nous sommes précédés par les initiatives des équipes de recherche qui ont beaucoup d'appétit pour cela et qui contribuent très, très spontanément. Donc nous les accompagnons, bien entendu. Il y a des enjeux aussi d'expertise, notamment au bénéfice des politiques publiques. Et là, je pense aussi, nous pourrons être, en tant que collectif, une force de proposition et d'interaction avec les acteurs publics. Et notamment dans le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et enfin, il y a des enjeux de recherche partenariale, et là, nous avons beaucoup de pistes à explorer. Et des pistes sont en train de se dessiner qui permettront aussi d'esquisser quelque chose qui est très important et dans lesquels les sciences humaines et les sciences sociales ont un potentiel considérable. Je parlais des recherches partenariales permettant de contribuer à des transferts de la recherche dans des dimensions d'innovation qui nous ramènent aux problématiques d'interdisciplinarité dont je parlais tout à l'heure. Ainsi, donc, avec le campus Condorcet, on pourrait dire que les sciences humaines et les sciences sociales ont été prises au mot, elles ont bénéficié d'investissements considérables, et elles sont placées dans des conditions très favorables, je crois, pour exercer leur métier et pour se développer. Dès lors qu'elles sont rassemblées sur ce campus, elles ont l'opportunité de rayonner beaucoup plus qu'elles n'auraient pu le faire isolément. Nous avons à l'esprit, parce que c'est une question forcément qui rejoint les réflexions que je vous livre, nous avons à l'esprit que la plupart des membres ne sont pas dans des regroupements IDEX, mais ensemble, les membres du campus Condorcet développent une puissance de recherche collective qui égale les IDEX, avec une typologie disciplinaire évidemment assez particulière. Ce qui conduit assez logiquement à une sorte de montée en puissance du collectif campus Condorcet, peut-être pour répondre collectivement, sinon en totalité du moins un certain nombre de membres, et en fonction des opportunités, à des appels à projets. Et je pense notamment à ceux du PIA 4 à venir. Nous verrons. Et en tout cas, voilà, cette opportunité est devant nous et je pense que nous allons réfléchir à la façon dont nous pouvons nous en saisir. Donc voilà, pardon pour cette mise en perspective, mais qui me paraissait importante parce que on voit encore, disons, on entend parfois cette idée, mais le campus Condorcet, c'est un programme immobilier. Oui, mais voilà, c'est bien plus que cela. Et bon, j'ai essayé de livrer quelques-uns des enjeux étayés par ce qui se fait, ce qui s'observe dans le campus, ce vers quoi nous allons. Alors, bien sûr, l'immobilier n'est pas secondaire, cela étant. Et comme je le disais, c'était l'idée première et c'est une très grande partie au fond, de l'activité de l'établissement public Campus Condorcet qui se joue autour des programmes immobiliers. Donc, il y a eu une prouesse, oui, parce qu'il a été très compliqué, un énorme travail consenti l'an dernier pour permettre l'ouverture, donc à la rentrée 2019, du campus Condorcet. Et donc, ce sont 9 bâtiments qui ont été ouverts, dont 7 dans le cadre du partenariat public-privé avec deux résidences étudiantes. Et c'est cela qui aujourd'hui est accessible, c'est cela qui aujourd'hui fonctionne avec des bâtiments donc qui accueillent des équipes de recherche, des bâtiments qui sont des équipements. On en voit quelques-uns apparaître sur les slides. Nous en avons 2 autres en construction qui marqueront, dont la livraison marquera la fin de la phase 1 pour le site d'Aubervilliers. Je veux parler du grand équipement documentaire et du bâtiment dit EHESS, même si le HESS a déjà des équipes présentes ici. Je dis achèvement de la phase 1 du programme immobilier pour le site d'Aubervilliers, car nous avons un autre chantier qui commence, qui est situé à La Chapelle,
et qui s'achèvera, qui commence et donc qui s'achèvera en 2023, tandis que les deux bâtiments encore en construction, Grand Équipement Documentaire et bâtiment HESS, seront livrés en 2021. La date prévisionnelle de livraison des bâtiments étant fin janvier pour le Grand Équipement Documentaire et le mois d'avril pour le bâtiment HESS, ce qui permet d'augurer une ouverture effective du Grand Équipement Documentaire à la rentrée 2021 et j'imagine le bâtiment HESS dans ces eaux-là, le Grand Équipement Documentaire requérant un temps de préparation avec toutes les dimensions d'emménagement, d'installation de collection et ainsi de suite, plus long. Donc 2021, année importante de ce point de vue, bien sûr. La Chapelle 2023, et puis nous avons un futur chantier qui commence à se mettre sur orbite, qui est celui du bâtiment de l'École pratique des hautes études, lequel, au fond, marque le début, le pied mis dans la phase 2 du programme immobilier du campus Condorcet. Ce qui est évidemment une chose importante, qui nous permet ensuite de travailler sur le reste de la phase 2, donc je vais dire un mot, et je pense que, bon, un peu difficile d'affirmer, de dire quelle sera la date d'achèvement de ce chantier, mais si on évoque 2024, on est voilà, peut-être... c'est plausible, disons, autour de 2024, mais pas avant. La phase 2, c'est beaucoup plus encore que le bâtiment de l'EPHE, mais enfin, j'insiste, en passant, aussi bien ce bâtiment de l'EPHE permettra à l'École pratique des hautes études de s'installer sur le campus Condorcet, dans la totalité de ses implantations parisiennes, et donc, ce faisant, l'EPHE sera le deuxième membre, après l'INED, à être entièrement installé sur le campus Condorcet. Ce qui, au regard des considérations que j'avais précédemment sur les implications des membres dans le projet Condorcet, est évidemment d'une grande importance. Alors, la suite de la phase 2, que doit-elle permettre? Eh bien, elle doit permettre, dans la même logique, à l'EHESS de rejoindre tout entière le campus Condorcet. Ce sera le troisième membre, dès lors que le financement sera obtenu dans le cadre de cette phase 2 pour les bâtiments à construire, sera le troisième membre à rejoindre intégralement le campus Condorcet. Cette phase 2 permettra d'obtenir des surfaces supplémentaires pour des équipes d'autres membres, pour le CNRS, pour l'Université Paris-Nanterre, qui a été le 11e membre, dernier membre à rejoindre le campus Condorcet après que toute la programmation initiale avait été faite. Donc, dans l'ajustement de la phase 2, nous avons ce nouveau membre qui est à prendre en considération. Et puis, nous avons un certain nombre d'autres équipements qu'il est prévu d'implanter, d'installer à la faveur de cette phase 2. Alors, où en sommes-nous de ce point de vue, au-delà du bâtiment EPHE, encore une fois, dont le financement est acquis? Eh bien, nous avons fait une demande dans le cadre du CPER, nous attendons les arbitrages. La demande d'un montant élevé, ça donne une idée du coût estimatif de la phase 2, 250 millions d'euros. Voilà. Nous espérons bien que le CPER permettra de commencer à répondre à ces besoins. Il y a ensuite une discussion qui se noue autour d'autres leviers et moyens de financer la phase 2 du campus Condorcet. Et l'on parle de cession immobilière, Paris Intramuros, qui pourrait permettre de réaliser cela. Et il est clair que dès lors que le HESS quitte le 54 boulevard Raspail, dès lors que la FMSH est disposé à quitter le 54 boulevard Raspail, celui-ci sera une piste
pour donner une concrétisation à ce que j'évoque. Voilà. Donc voilà, l'histoire n'est pas encore dessinée dans le détail, mais nous faisons évidemment tout, et c'est un énorme enjeu pour nous, pour que la phase 2 se réalise, ce programme, que cela prenne 5, 6, 7 ou 10 ans, il est absolument essentiel pour la dynamique du projet que cette phase 2 se réalise. Ça a été dit depuis le début, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, si je puis dire, à la faveur du développement du campus et de ce que nous voyons se mettre en place, se développer ici et maintenant. Voilà. Alors, sur l'an 1 du campus Condorcet, je serai bref, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais cela peut se dire brièvement. Nous avons ouvert le campus à la rentrée 2019, et c'était évidemment un moment clé, un moment charnière. Les plâtres ont été essuyés, c'est le cas de le dire. Une bonne partie de l'année a été consacrée dans le cadre du partenariat public-privé disons, faire en sorte que tous les détails qui devaient encore être réglés le soient, mais dès la rentrée, les bâtiments livrés étaient opérationnels, et c'est évidemment très important. Donc là, la première année, effectivement, même si on a derrière 10 ans de projet, la première année a commencé ainsi, et d'emblée, évidemment, les premières équipes installées, les premiers séminaires tenus, ont fait exister le campus et lui ont permis de connaître une activité importante, avec une programmation au sein du centre de colloques qui a été très nourrie, très vite. Puis l'an 1 a été marqué aussi par un changement de présidence, puisque Jean-Marc Bonisseau avait fait savoir peu après l'ouverture du campus qu'il souhaitait mettre fin à ses fonctions, et c'est ainsi que j'ai été élu à la présidence du campus Condorcet pour lui succéder, avec clairement en feuille de route évidemment la mission de poursuivre le projet immobilier et de travailler fortement au projet scientifique avec les membres pour les soutenir dans cette dimension. Cela étant, il faut bien le reconnaître, je serai pudique et bref sur le sujet, l'année a été chaotique pour les raisons que nous savons tous. D'abord avec les grèves de transport qui ont paralysé beaucoup de sites universitaires, et donc ont quand même beaucoup entravé notre activité en décembre-janvier, et puis rapidement la crise sanitaire avec les conséquences que nous savons. Bon, donc je n'ai rien d'original à dire sur le sujet, parce que l'histoire que nous avons connue est à peu près la même que partout ailleurs. Je soulignerai simplement, sous le contrôle des membres présents, que le PCC s'est efforcé disons, de prendre des dispositions de façon très réactive, en concertation constante avec les membres. Nous avions des échanges hebdomadaires pour caler les actions, les décisions à prendre. L'exercice étant compliqué, puisque évidemment chaque établissement, chaque membre prenait des dispositions qui relevaient de ses prérogatives, évidemment, et nous faisions en sorte que, disons, les mesures prises ici sur le campus Condorcet fassent l'objet d'un consensus et d'un accord entre nous, ce qui n'était pas si compliqué, évidemment, en temps de confinement, ni même de déconfinement, puisque au fond les règles prudentielles ont été fortement partagées. Et je dois dire qu'en termes d'adaptation et de réponse aux dispositions sanitaires qui s'imposaient, nous avons vraiment bénéficié aussi d'une bonne réactivité du partenaire privé, qui nous a permis de faire les adaptations nécessaires. Voilà. Et donc maintenant, si on considère que l'an 1 s'achève avec la sortie du confinement et le retour des personnels et des étudiants sur le campus, et donc maintenant nous arrivons à cette rentrée. Alors il y a un point que je voudrais signaler,
qui est que nous avions, disons, convenu avec les membres, mois de juin sans doute, quelque chose comme ça, que nous allions essayer d'équiper l'ensemble des salles d'enseignement, de séminaires, de systèmes de visioconférence pour justement se préparer à ce que nous imaginions pouvoir être une rentrée contrainte ou une rentrée sous contrainte. Et c'est ce que nous avons fait, ou c'est du moins ce que nous sommes en train de faire. Les 40 salles du campus Condorcet vont être équipées et elles seront opérationnelles dans la première quinzaine d'octobre. Donc nous mettons à disposition des membres ces instruments, donc des salles équipées, et c'est ensuite à eux qu'il revient évidemment de décider comment les séminaires se déroulent, soit en présentiel pur, soit en bimodal, une partie présente, une partie à distance, soit en formules alternées. Enfin, en tout cas, l'instrument visioconférence, qui permet aussi de faire du podcast, va être à disposition et ça donne évidemment un confort, une souplesse d'adaptation pédagogique qui, je pense, est appréciable. Voilà. Donc, nous faisons la preuve d'une certaine agilité, capacité à nous adapter et à répondre aux besoins, qui, je pense, est aussi un des atouts de l'EPCC. Et nous allons nous efforcer de conserver cette agilité. Alors j'en viens à l'an 2, la rentrée fait la charnière avec l'an 2 du campus Condorcet. C'est le vrai lancement, d'une certaine manière. Si l'année qui s'ouvre est une année complète. C'est le vrai lancement au sens où c'est vrai que si on nous dit mais combien d'étudiants ont fréquenté le campus, combien de séminaires se sont tenus, tout dépend. Est-ce que nous jugeons sur le premier semestre, sur l'année complète? On ne sait pas trop dire. On ne sait pas trop tirer un bilan. On n'avait pas de point de comparaison antérieur et on a eu cette année chaotique. Donc cette année va être la véritable année complète d'activité du campus. Il est essentiel pour nous. Enfin, nous croisons les doigts pour que, dans le respect de toutes les mesures sanitaires et gestes barrières, nous puissions voir se déployer tout au long de l'année recherche et enseignement. Grâce à ces équipements que nous avons mis en place, et voilà, nous faisons tout pour que ce soit le cas et nous concertons là encore avec les membres pour prendre les meilleures décisions et faire en sorte que ce soit le cas. Nous avons aussi un autre équipement dont je n'ai pas parlé, qui est très important, intéressant parce que il est rare. C'est la Maison des chercheurs, et on ne peut pas tirer aujourd'hui un bilan de la Maison des chercheurs parce que elle a ouvert au mois de janvier. C'est-à-dire un fort mauvais moment, là encore en termes d'accessibilité du campus. Et au moment où nous pensions que voilà l'année allait vraiment commencer, le confinement est arrivé. Donc sans commentaire, il y a eu très peu finalement. Nous avons eu des chercheurs hébergés dans la Maison des chercheurs, mais finalement dans cette année chaotique, très peu. Donc aujourd'hui, la vraie première année d'exploitation de la Maison des chercheurs, avec son faculty club. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais nous allons, et d'ores et déjà, nous avons un certain nombre de chercheurs qui viennent y séjourner. Nous sommes donné une formule souple qui peut aller d'une présence à la journée, ou enfin, selon tout type de formules, pour faire connaître la Maison des chercheurs, parce qu'il faut la faire connaître, il faut faire savoir que cet espace d'accueil existe. Et voilà, donc je fais un focus sur la Maison des chercheurs parce que c'est un enjeu évidemment important, un atout important pour nous. L'hôtel à projet, j'y reviendrai tout à l'heure, commence à être fort fréquenté, mais il reste des espaces, et heureusement, ce qui nous permet d'arrêter, c'est ainsi qu'on en a convenu en bureau, un appel à projet permanent. Qui permet d'accueillir au fil, là encore dans une réactivité plus adaptée que des appels à projets une fois par an ou 2 fois par an, des projets de qualité qui nous seraient proposés. Et récemment, ça a encore été le cas, donc voilà, avec un principe de consultation du conseil scientifique pour les projets nouveaux non labellisés.
Voilà. Donc l'hôtel à projet, lui aussi, a vocation à continuer à monter en régime, et c'est un des enjeux de l'année que d'observer cette montée en puissance de l'hôtel à projet et des projets hébergés. Donc nous aurons, comme je le disais, la livraison des 2 bâtiments nouveaux à la rentrée 2021. Donc si les choses se passent comme dit, nous aurons vraiment une seconde naissance du campus, au sens où le grand équipement documentaire est un instrument exceptionnel, près de 1400 places assises, un principe d'ouverture continue, un espace de consultation publique, des espaces chercheurs, des ressources de premier ordre, ainsi rassemblées dans ce grand équipement documentaire, bibliothèque, archives, services aux chercheurs. Voilà, c'est quelque chose de très considérable, un élément qui va, même si le GED fonctionne aujourd'hui hors les murs et permet d'avoir des consultations de collection, évidemment, ça n'est pas le plein régime, bien entendu. Dès lors qu'il sera ouvert, on va avoir un effet de booster très considérable et une attractivité supplémentaire du campus par l'existence même du GED qui fera venir beaucoup de chercheurs nationaux, internationaux ici, et c'est très bien, évidemment. Et puis, un mot quand même pour dire que c'est important, l'établissement public va croître, il croît régulièrement, c'est un établissement jeune dont les effectifs croissent, et il va continuer à croître, notamment en raison du nombre de personnels que requiert le grand équipement documentaire. Aujourd'hui, nous sommes pas encore, disons, un peu éloignés de la cible, un peu plus de 100 emplois sont prévus pour faire tourner dans la plénitude de ses fonctions et de ses dimensions le grand équipement documentaire. Et donc l'année 2021 va être marquée par l'arrivée de nombreux personnels au sein du GED. Plus largement, nos directions, nos différentes missions et fonctions continuent à s'étoffer. Nous avons fait évoluer notre organisation, je pourrais y revenir si vous en avez la curiosité, mais c'est important, pour nous préparer à cette croissance. Réorganisation autour des services financiers, réorganisation des affaires générales et création d'un pôle juridique. Voilà, donc nous sommes préparés à cette croissance qui, je pense que nous allons avoir une forte poussée de croissance en 2021. Et puis, nous avons dans cet an 2 des enjeux qui étaient déjà présents et sur lesquels nous allons pousser fort, je dis très vite, en termes d'animation, de vie culturelle, de médiation scientifique. Nous participons aux Journées européennes du patrimoine, nous organisons la première fête du campus, les épopées, avec des contributions de nombreuses équipes originales et très festives, de nombreuses équipes de recherche du campus. Nous participons également à Savantes banlieue. Et puis nous avons donc les rendez-vous Condorcet dont je parlais tout à l'heure, qui sont organisés magnifiquement dans la programmation par Barbara Cassin, donc la présidente du conseil scientifique, qui est très impliquée dans la vie du campus et qui s'investit notamment dans ces programmations et, comme je vous disais, ayant en vue de faire infuser en quelque sorte l'esprit Condorcet dans le territoire. Et c'est ainsi que cela va continuer, avec des rencontres avec collégiens et lycéens le matin, les conférences l'après-midi. Cette année, la thématique, avec une très belle programmation, est mémoire, langue, territoire. J'en viens pour terminer à la suite. Le projet stratégique et la dynamique scientifique. J'en ai déjà parlé, mais c'est un point important. Nous avons produit il y a 2 ans ce projet stratégique Condorcet 2025 avec un certain nombre d'axes. Voilà. Aujourd'hui, nous avons à réaliser au fond cette feuille de route, ce qui suppose de continuer à la travailler, à la reprendre, à l'affiner. C'est un projet forcément évolutif. Nous sommes efforcés de repérer, disons, certains fondamentaux, et là, pour le coup, je les ai évoqués dans mon propos liminaire. Ils sont pas susceptibles d'être remis en question. Sinon, ce serait l'ensemble même de l'esprit scientifique qui serait remis en question. Je veux parler de
l'interdisciplinarité, l'internationalisation. Bon, ça, nous sommes totalement dedans, les humanités numériques, où nous avons un très fort engagement et de très fortes compétences, ainsi de suite. Donc, cela n'est pas susceptible d'être remis en question, mais plutôt d'être affiné pour que l'on se pose la question comment on fait et comment est-ce qu'on réalise cela. Et c'est le point où nous en sommes. Nous avons à travailler sur les traductions, les concrétisations, par des projets collectifs, construits, accueillis. Et ce sont ces questions de mise en œuvre, de déploiement qui se posent à nous. Alors, un focus, ce nuage, est destiné à suggérer au fond ce mouvement évolutif et un peu en ébullition. Nous avons plusieurs choses frappantes. D'une part, un projet que nous avons donc appelé Condornum, qui a été d'ailleurs porté dans le cadre du CPER équipement, et qui est le fruit d'une réflexion collective partagée autour de l'accompagnement de l'ensemble des membres au travail en environnement numérique et en production numérique. Les membres sont pris individuellement d'ores et déjà des références dans le domaine des humanités numériques. Comment peut-on faire mieux et comment peut-on s'appuyer? C'est l'idée de Condornum, que de voir comment nous pouvons mutualiser un certain nombre de choses, comment nous pouvons, par surcroît, disposer de ressources supplémentaires qui permettent de venir en appui aux membres et compléter ce qui est déjà constitué. Donc Condornum est la première illustration, si je devais donner un nom à cette intention d'opérer un travail collectif qui permette d'assembler finement un certain nombre de compétences et de ressources, et au-delà d'en créer de supplémentaires pour nourrir notre activité. Et donc il est au cœur de nos préoccupations. Nous espérons que le CPER donnera un coup de pouce, et par ailleurs, et quoi qu'il en soit, les intentions qu'il exprime seront concrétisées certainement dans l'intérêt reconnu et partagé par tous. Et puis, le campus Condorcet, sans équivoque, héberge, accueille des projets qu'il ne porte pas, qu'il héberge et qu'il accueille. Mais c'est aussi cette dimension-là qu'il est important de mettre en évidence. L'Institut Convergence Migration est dans l'hôtel à projet. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que les forces scientifiques, les institutions, l'essentiel des institutions qui nourrissent l'Institut Convergence Migration sont là. Et donc, ça n'est pas de façon fortuite que nous avons lycée Migration dans l'hôtel à projet. Et de fait, ça n'est pas de façon fortuite que dans le Condorcet 2025, un des axes que nous avons fait apparaître est migration et mobilité. C'est cohérent. Voilà, j'en dis pas plus, je peux y revenir, mais cela participe de la réflexion collective sur les lignes structurantes vers lesquelles nous pouvons aller et ce que nous pouvons favoriser. Et nous voyons que ce que nous disons comme étant les points forts que nous voulons mettre en avant se nourrit de projets portés ou de projets accueillis, tels lycée Migration. De même, nous avons le plaisir d'accueillir, d'héberger, grâce à l'École pratique des hautes études, qui est le coordinateur le promoteur du projet, l'Institut des langues rares, qui se met en place à la rentrée et qui présente des dimensions de formation, de recherche. Donc c'est un élément très significatif, et là encore, évidemment, nous rendons tout à fait à César. C'est un projet de l'EPHE, en lien avec l'École nationale des chartes, l'INALCO, avec l'ENS.
et qui sera ici. C'est évidemment une chose extrêmement importante et précieuse que nous allons valoriser, que nous allons accompagner, d'autant que voilà, multiples développements qui sont liés à cette possible, qui sont liés à cette implantation de l'Institut des langues rares ici dans ce territoire. De la même façon, nous accueillons à la rentrée une initiative de recherche SHS Santé qui est portée par le CNRS, qui sera dans l'hôtel à projet et qui, là encore, est en résonance avec un des axes que nous avons mis au sein du projet Condorcet 2025, santé publique, santé mondiale. C'est évidemment en cohérence et en, disons, préoccupation de renforcer l'axe que le CNRS a proposé cela et qui est évidemment une très bonne chose. Plus largement, puisque je vous parle de santé publique, santé mondiale, si j'avais le temps, mais je n'ai pas le temps, je peux vous renvoyer au recensement des recherches qui sont conduites en la matière. Les membres du Campus Condorcet sont très actifs dans les recherches sur le Covid et le monde post-Covid, que ce soit le CNRS avec... Voilà, je ne veux pas être trop long sur le sujet, ou le HESS, l'INED, le Sorbonne Paris-Nord, et je suis pas exhaustif, développent des recherches dans ce domaine, et évidemment c'est en pleine cohérence avec cette thématique que nous favorisons et nous accompagnerons cela. Enfin, je ne vais pas en nommer parce que je serais injuste. Aujourd'hui, nous avons 2 manifestations scientifiques qui se tiennent dans le centre des colloques. Nous aurons toute une série de grands événements scientifiques qui vont ponctuer l'année et l'année à venir, qui se déroulent ici. Et c'est là encore quelque chose à quoi nous tenons beaucoup, qui est précieux et qui ne peut que nourrir la dynamique générale. Donc pour terminer, j'avais évoqué tout à l'heure le PIA4. Il est clair que dans les perspectives qui s'ouvrent à nous, nous avons peut-être, ça sera à discuter avec les membres, parce que nous ne savons pas encore comment se présentera les appels à projets du PIA4, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites, disons, des chiffres qui sont avancés. Qui nous donnent à penser qu'il y aura des opportunités de répondre à des appels à projets susceptibles de renforcer ces dynamiques scientifiques qui se sont dessinées et qui, comme j'ai essayé de le suggérer, sont de plus en plus concrètement illustrées par ce que nous hébergeons. Évidemment, il y a tellement de choses à dire. Je n'ai pas évoqué le fait que des LABEX, des EUR qui sont portés par les membres sont ici, actifs, sur le campus, que ce soit sur le campus ou interagissant avec le campus. Et donc, nous avons les LABEX Aztec, Dynamite, nous avons à distance le LABEX et les patients dans le présent, nous avons l'école universitaire G2ST en dernier lieu. Voilà, ces objets PIA3, PIA2, PIA3 sont là pour partie et nous avons toutes les raisons, par anticipation et en nous y préparant, à répondre PIA4 dès lors que cela est pertinent et que cela apparaîtra une bonne chose aux membres du campus Condorcet, car, je veux terminer là-dessus, vous le voyez bien, vous l'aurez compris, c'est l'originalité du projet. L'établissement public campus Condorcet s'appuie sur un bureau qui est constitué de ces 11 membres, et donc les projets qui sont portés sont des projets approuvés et pensés, soutenus par l'ensemble des 11 membres. Donc nous avons cette particularité, cette complexité qui distingue le campus Condorcet et qui peut faire sa force, et qui, je pense, est en train de montrer sa force, parce que l'intérêt partagé pour ces dynamiques que l'on observe, que j'ai essayé de suggérer, c'est cette conviction que, évidemment, plusieurs l'on est plus fort et on produit plus de projets, et de projets peut-être de plus forte qualité encore. Cette conviction partagée peut amener le campus à rayonner très fortement
et à répondre aux attentes qui pèsent sur lui. Voilà, je vous remercie. Rebonjour. Bonjour. J'ai plusieurs questions, mais la première c'était pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le PIA 4. Le campus Condorcet peut déposer des projets en propre. Il a juridiquement, statutairement, il a la possibilité de déposer des projets, parce qu'il me semblait que c'était réservé au regroupement justement, la plupart du temps. Et sinon, deux petites questions. Vous avez trouvé un nom pour le GED, et vous êtes à combien de personnel en fait dans le GED aujourd'hui, sachant que la cible est de 100 et quelques. Aujourd'hui, vous êtes à combien? Voilà. D'accord. Alors, bon, il faudra voir ce que le cahier des charges des PIA 4 dit à ce propos. En tout cas, nous portons le projet Biblissima Plus, qui a été déposé dans le cadre d'Equipex Plus. Donc voilà, il faut voir ensuite ce qui est permis selon tel ou tel type d'appel à projet. Donc en tout cas, oui, sur le dernier exemple, enfin le cas concret qui s'est présenté, qui s'est traduit par un dépôt de candidature, le campus Condorcet est porteur du projet Biblissima Plus, pour lequel nous attendons les résultats. Alors, juste un mot de plus, soit parce que les membres en auront convenu, le campus Condorcet déposera des projets PIA 4, soit il incitera certains des membres à déposer ou co-déposer. Enfin, votre question est importante. Hein. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'enjeu est que vraiment nous participions pleinement de la dynamique PIA 4, effectivement, soit encore une fois parce que nous en aurions convenu par un dépôt, si c'est possible, par le campus Condorcet, soit par une activation, une incitation à ce que, effectivement, des candidatures PIA 4 soient déposées qui présentent un enjeu pour le campus Condorcet. Enfin, ensuite, on ne sort pas de son rôle. Hein. Les membres peuvent avoir aussi d'autres intentions, un portage en propre, et ainsi de suite. Ça va de soi. Sur le GED, oui, alors sur la première question, oui, pour le nom. Il s'appellera Grand Équipement Documentaire. Voilà. Je pourrais beaucoup gloser. On a tourné les choses dans tous les sens et voilà, imaginez beaucoup de pistes, mais finalement, nous avons force a été de constater que le nom GED ou Grand Équipement Documentaire Circulé, c'est pas un nom d'une élégance extrême peut-être, mais il a au moins le mérite de dire l'ambition, ce qu'il est, et il est vraiment, je crois que ce n'est pas usurpé que de le qualifier de grand équipement documentaire. Donc on s'est dit, au fond, ça affirme quelque chose aussi. Les sciences humaines et sociales aussi ont des grands équipements. Assumons-le. Donc voilà. Entre le fait que c'était un nom de code et un nom d'usage, et bon, voilà, on en est venu à la conclusion que, au fond, on allait l'appeler ainsi. Alors sur les personnels, oui, la cible est un peu plus de 100 ETP. Non, nous n'y sommes pas. Nous arrivons progressivement, et alors, bon, j'anticipe sur la fin de l'année, mais parce qu'il va y avoir des arrivées de personnel au mois d'octobre. Voilà, on devrait être à plus de, David, je dis pas de bêtises, 75 ETP. Voilà, c'est encore un peu insuffisant, mais on est à peu près dans cette jauge estimative. Il y a un certain nombre alors beaucoup des nouveaux personnels qui doivent arriver viennent de la FMSH. Ouais.
Donc il y a encore une discussion en cours là-dessus, mais c'est en train de se réaliser. Donc voilà, nous sommes en discussion aussi avec le ministère qui suit attentivement le sujet pour voir comment nous pouvons faire en sorte, effectivement, sinon d'atteindre la cible, du moins d'en approcher. Parce que, effectivement, il n'est pas envisageable que ce grand équipement documentaire ouvre et ne puisse pas fonctionner à plein. Donc je crois que ça n'est tout simplement pas envisageable, compte tenu de l'investissement qu'il représente, de l'enjeu qu'il représente. Donc il faudra que nous ayons effectivement les effectifs suffisants pour permettre au grand équipement documentaire de bien fonctionner. Et donc, de ce point de vue, c'est aussi, il faut qu'on revoie finement les choses. Il avait été estimé qu'il fallait 106 ETP, c'est peut-être pas 106 ETP qui sont requis pour que le jet fonctionne bien, mais il faut en approcher quand même. Voilà. Donc on est en train d'ajuster un petit peu le tir et les réflexions sur le sujet. Bonjour, Martin Le Sénéchal de Newstank. Peut-être pour rejoindre un peu la question sur le PIA 4, pour pouvoir peut-être postuler à certains projets, vous avez indiqué que vous souhaitiez vous appuyer sur la dynamique immobilière pour renforcer la dynamique scientifique. Est-ce qu'il est envisageable d'accompagner cette volonté par un changement de statut du campus Condorcet ? Et dans ce cas-là, quel est l'équilibre à trouver entre ces deux dynamiques immobilières et scientifiques ? Et deuxième question, le campus Condorcet est devenu hier, il me semble, membre associé de la CPU. Quel est le message derrière cette nomination en quelque sorte? Qu'est-ce que cela représente pour le campus Condorcet? Merci. Oui, grosse question. Merci. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui nous sommes, et c'est important, nous sommes à l'aise avec l'organisation du campus, les statuts. Alors, évidemment, si une partie des membres n'était pas en accord avec d'autres sur les objectifs, c'est pas le cas. Alors, ça pourrait, mais ça n'est pas le cas. Donc il faut poursuivre et construire cette confiance. Et si on est arrivé à se mettre d'accord sur un projet tel que Condornum, qui engage pas mal les membres en termes de coopération, mutualisation et points d'appui supplémentaires fournis par le campus Condorcet, voilà, chacun y voyant son intérêt, c'est un travail de conviction, d'analyse il n'y a pas de raison que l'on ne puisse continuer longtemps dans cette configuration-là. De toute façon, la difficulté vient je le disais en passant tout à l'heure, du fait qu'il y a des regroupements selon la loi et les 11 membres participent de ces regroupements, enfin, qui sont plus ou moins contraignants. Donc je rappelle juste cette évidence, mais il me semble aussi que les 11 sont à l'aise, enfin relativement à l'aise, j'en sais rien, enfin, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs, mais il me semble qu'il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale vue entre des logiques de regroupement et le projet Condorcet. Donc pourvu que ça dure, continuons ainsi. Ce que je dis simplement, c'est vrai que c'est une remarque un peu, de politique, oui, de politique nationale SHS. C'est-à-dire que il y a 11 membres, une majorité des membres ne se retrouvent pas dans des regroupements labellisés IDEX ou ICIT. Et ils sont ensemble pour travailler. Donc, je pense qu'ils ont intérêt, enfin, il y a un certain intérêt, me semble-t-il, partagé par plusieurs membres, enfin, à travailler ensemble pour se renforcer et se conforter. D'où l'enjeu PIA 4, saisir des opportunités. Voilà. C'est vrai que ce qui est frappant, c'est que quand on considère les forces qui sont actives dans le campus Condorcet, on se dit mais
c'est au moins la taille d'un IDEX. Enfin, mais ça n'est pas du tout un IDEX parce que c'est pas du tout, ça répond pas du tout au cahier des charges, ça n'est pas un regroupement, ça n'est pas, etc., etc. Donc l'idée, c'est plutôt de pouvoir continuer à construire ensemble, voilà, dans une unité d'action autour de projets. Et là, je crois que ça va bien à tout le monde. Et ensuite, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des évolutions, des évolutions, des réflexions des uns et des autres. Et ça dépend avant tout des membres, du devenir des regroupements, de ce qui en est fait, de ce qui n'en est pas fait. Ce que je sais, en revanche, c'est que dans le cadre pour bien connaître un de ces regroupements qui est Paris Lumière, c'est que quand on travaille avec le ministère, lorsque j'étais encore président de l'université Paris-Nanterre, lorsqu'on travaille avec le ministère sur le projet stratégique de Paris Lumière, la question qui est posée, et donc, mais que nous nous posions aussi, était celle du campus Condorcet, de l'implication dans le campus Condorcet. Donc on voit bien qu'il y a une dialectique qu'il revient à chaque membre de négocier, hein, entre effectivement la logique du regroupement et les ambitions du groupement. Alors si on est dans un regroupement assez intégratif, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si on est dans un regroupement plus souple, c'est peut-être plus facile. Mais là, pour moi, effectivement, c'est une question importante, mais je ne suis pas capable de la répondre, d'y répondre, et je me garderai bien d'apporter une quelconque réponse. Moi, la seule chose que je puisse dire, c'est que mon rôle, tel que je le comprends, est d'appuyer aussi fort du côté immobilier que du côté de l'appui à l'activité scientifique. Donc, je suis vraiment à l'écoute de ce que les membres souhaitent, peuvent dire sur le sujet. Et je suggère simplement que sur des appels PIA, c'est vrai qu'on peut vraisemblablement être crédible et fort en répondant soit campus, soit plusieurs membres du campus, appuyés par le campus, enfin voilà, quelque chose de ce genre. Sur le dernier événement auquel vous faites allusion, oui, effectivement, le PCC est devenu membre associé de la CPU hier par un vote en plénière qui a supposé, donc vous avez dû voir cela, une réforme des statuts de la CPU, puisque le statut de membre associé n'existait pas. Et donc il a été un peu pensé pour créer une catégorie nouvelle à laquelle pour l'instant seul l'individu PCC répond, à savoir donc des établissements qui ne sont pas des EPSCP ou qui ne portent pas de diplôme, mais qui ont un lien fort avec l'enseignement, enfin, qui ont une implication dans des activités enseignement supérieur, recherche, ce qui est le cas, oui, du campus Condorcet. Alors, oui, c'est vrai que on peut prendre cette intégration, cette admission du campus Condorcet à la CPU comme membre associé, comme un beau signal, hein, la reconnaissance de cet objet mal identifié qui est l'établissement public de coopération caractère administratif, est un acteur ou un co-acteur de l'enseignement supérieur de la recherche. Et de fait, c'est vrai que je ne veux pas le dire de façon provocante, mais au fond, il se passe beaucoup de choses scientifiquement sur le campus, et il va y en avoir de plus en plus. Se nouent beaucoup de collaborations entre des membres, universités, écoles, organismes de recherche. L'activité est intense. Il serait vraiment, au fond, il aurait été curieux ou paradoxal que le campus Condorcet ne soit pas reconnu comme finalement un membre, même particulier, de la conférence des présidents d'université. Alors, il y a éventuellement certains membres de la CPU dont l'activité est plus discrète. Sébastien Chavas pour Newstonk Cities. Oui, j'avais juste une question sur le grand équipement documentaire. Premier point, quelle est la volonté architecturale en tant que maître d'ouvrage déjà sur ce projet? Si vous pouvez nous dire les dates de livraison qui sont prévues. Vous nous indiquez
premiers mois de 2021, si vous pouvez être plus précis. Qui sont les architectes? Et concernant le financement, qui finance entièrement la région Île-de-France, mais si on peut avoir un peu plus de détails sur le financement. Merci. Alors, je commence la réponse et peut-être David Bérinck, le directeur général, poursuivra. Nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage. Nous échangeons très régulièrement avec la région, bien sûr, sur les 2 chantiers que la région a en maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le bâtiment HESS et le grand équipement documentaire. Donc maintenant, il y a eu quelques retards liés à beaucoup d'événements, dont certains bien connus, dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la date de livraison ne varie plus là, depuis un mois et le chantier est très très actif. Et donc là, nous est annoncé une remise fin janvier 2021. Voilà. Donc, espérons que ce soit le cas. Et c'est sur la base de cette remise, donc fin janvier, officiellement fin janvier, nous dit-on, presque officiellement. C'est sur la base de cette date de remise du bâtiment que nous pouvons très raisonnablement dire qu'il sera ouvert à la rentrée 2021. Quelques éléments de complément par rapport à ce que tu dis, Jean-François. Effectivement, il est important de souligner que nous ne sommes pas le maître d'ouvrage, ni du bâtiment GED, grand équipement documentaire, ni du bâtiment destiné à accueillir les équipes de recherche de l'EHESS, puisque c'est la région Île-de-France qui assure cette maîtrise d'ouvrage et qui assure l'intégralité du financement de ces 2 bâtiments. Donc on est là dans une dynamique, je dirais, administrative différente. En revanche, la dynamique urbaine, pour répondre à votre première question, et architecturale, elle est complètement intégrée. Et à tel point que les candidats qui ont répondu dans le cadre du partenariat public-privé, donc toute l'opération de construction des autres bâtiments, avaient le dessin de la bibliothèque lorsqu'ils ont rendu leur offre finale. Et donc, il y a une conception intégrée et qui se traduit notamment par ce cours des humanités, cette promenade qui va intégralement du nord au sud du campus et qui traverse le hall du campus. Donc la volonté architecturale, elle est présente à l'échelle urbaine, elle est présente également dans le fait que dans la conception du bâtiment, on va retrouver ce principe qui est inhérent à tous les bâtiments du campus, qui est que les rez-de-chaussée sont ouverts au public. Même le hall là, du centre de colloque, on peut rentrer librement. Le hall des bâtiments peut être conçu comme un espace dédié à l'exposition, à la valorisation des savoirs, à la médiation scientifique, etc. Et le GED, comme l'ensemble des bâtiments construits sur le campus, sont dans cette dynamique-là. Voilà, donc il y a vraiment des éléments de cohérence dans ce bâtiment dessiné par Elisabeth de Porzenparc, qui est l'architecte du bâtiment. Intégralement région. La région a annoncé mobiliser 110 millions d'euros sur le projet. Après, on ne gère pas, nous, la balance financière des marchés de travaux, mais les annonces de la région sont d'un coût de 110 millions, une enveloppe de 110 millions d'euros consacrée à la réalisation du projet. Est-ce qu'il y a une inauguration par les pouvoirs publics qui est prévue un jour du campus? Et s'agissant du CPER, les derniers échanges qu'on avait eus avec la région, c'était qu'ils ne pouvaient pas donner tout à la Seine-Saint-Denis et qu'il y a déjà le projet d'Hôpital Nord qui est en cours, je crois que c'est 350 ou 380 millions d'euros, sur un budget de 800 millions d'euros région et État pour le prochain CPER. Donc, vous y croyez vraiment au CPER ou ça va pas être possible? Oui, alors d'abord sur l'inauguration, n'oublie pas. Non, elle n'a pas eu lieu, effectivement. Elle aurait pu avoir lieu, elle a failli avoir lieu. Alors une première inauguration avait été proposée au mois de décembre, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et on était déjà dans les problèmes les difficultés de circulation, de transport, et cela avait été reporté. Donc c'est à reprogrammer. Bon, je me dis qu'il faut qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait du sens au fond, qu'il y ait un événement peut-être qui permette de procéder à cette inauguration. Ce pourrait être effectivement la remise du bâtiment grand équipement documentaire, ce qui permettrait
à distance temporelle raisonnable, effectivement, de faire une inauguration peut-être en début d'année 2021, qui serait une inauguration du grand équipement documentaire et d'une certaine manière, plus largement, l'inauguration du campus. Voilà. Au fond, c'est une idée qui paraît assez cohérente et on va s'efforcer de tenir une programmation de l'inauguration dans ce contexte-là. Sur le CPER, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sera l'arbitrage final. J'ai du mal à imaginer que nous n'ayons pas un coup de pouce dans le cadre du CPER, compte tenu de l'enjeu du campus Condorcet, compte tenu du soutien très fort que nous avons eu et de l'État et de la région jusque-là, considérant tous les enjeux que nous avons dit, l'enjeu qu'il y a de fait pour la vitalité du projet Condorcet, que après l'INED, après le PHE, le HESS puisse venir s'installer sur le campus. Bien, cet élément-là doit être un élément déterminant, me semble-t-il, pour nous permettre de mettre encore un peu plus un pied dans la phase 2. Je l'espère. Maintenant, nous attendons les arbitrages. Alors, quelle sera l'implication de l'État, quelle sera l'implication de la région dans ce qui serait l'appui au financement d'un bâtiment, par exemple. Nous faisons passer des messages et exprimons une attente forte d'un soutien dans le cadre du CPER, bien conscient aussi évidemment qu'il y a de multiples demandes ailleurs, etc. Mais, voilà, donc mais effectivement, le Grand Hôpital Nord est un gros morceau, c'est clair, indéniablement. Une petite question. Alors, vous avez dit que vous ne pouvez pas faire le bilan de l'activité pour l'année 1, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Mais je sais qu'en octobre 2019, vous aviez 4000 étudiants et chercheurs, 4000 usagers qui sont arrivés et sur 12 000 qui étaient attendus. Donc là, pour cette année, vous n'avez pas une estimation à nous donner pour le nombre d'étudiants chercheurs qui seront attendus pour cette année 2 ? Comment une estimation ? Vraiment, c'est vrai que il est difficile de vous répondre exactement, notamment en raison de la population, enfin de la partie étudiante des résidents usagers du campus. Parce que de fait, nous allons avoir une année un peu sous contrainte. J'ai dit que j'espérais que l'année serait complète et à peu près normale, sous la contrainte sous les contraintes sanitaires, ce qui va faire qu'un certain nombre d'enseignements très vraisemblablement seront en mode alterné, etc. Alors on peut toujours se dire que même en mode alterné, les étudiants viendront in fine sur le campus peut-être un peu moins souvent. Donc le nombre de 4000 sera au moins toujours de mise. Peut-être seront-ils un peu moins fréquemment présents. Ça, c'est effectivement... nous en remettons... plutôt, il appartient aux membres qui délivrent des séminaires de master, de doctorat, d'organiser les choses. Et je ne sais pas, nous allons voir ce que nous observons. Pour ce qui est de la présence des enseignants, chercheurs, des chercheurs, du personnel administratif. Là encore, tous ont vocation à travailler in situ une partie de la semaine, mais on sait aussi que le télétravail reste favorisé, et donc il peut y avoir des formes de présence alternées. Donc là encore, ça m'amène à répondre avec prudence à votre question. C'est-à-dire que, pour le dire en d'autres termes, vraisemblablement,
nous observerons par rapport à ce que pourrait être la fréquentation maximale, un peu moins quotidiennement de personnes présentes sur le campus en vertu de ces règles. Mais globalement, estimé sur une semaine, où nous devrions avoir à peu près le même type de... enfin, la même jauge estimative. Voilà. Après, alors là, nous parlons de l'an... Si nous disons que l'an 2, c'est rentrée 2020, fin de l'année 2021, voilà, j'ai dit à peu près... prudemment, je pense on peut dire sur le sujet, dès lors que le GED sera ouvert, et là c'est intéressant parce que on va avoir une sorte d'effet d'attraction très important. Je ne l'ai pas dit, mais en termes de comment dire de réponse aux besoins des étudiants, de lieux de travail. Nous avons un premier élément de réponse qui va se mettre en place avec le Crous, hein, qui va transformer l'après-midi ces espaces de restauration en espaces de travail de tiers-lieu. Donc ça c'est bien, mais évidemment le saut sera fait lorsque le GED sera ouvert et qu'il y aura effectivement beaucoup d'espaces de travail accessibles pour les étudiants. Donc ça devrait changer forcément les choses très significativement. Mais déjà, c'est vrai que l'ouverture du Crous l'après-midi pour permettre de travailler, disposer d'espaces de travail, est une chose très appréciable qui commencera à donner une forme de réponse à ce besoin qui s'exprime. Parce qu'il est intéressant que nous puissions fixer les étudiants qui viennent suivre des séminaires, qui puissent ensuite avoir un espace de travail, éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Quel sera l'impact? Je ne sais pas encore le dire. Alors, on est à, je veux pas, ouais, c'est ça. On est à, on a un coût de 250 000 euros. Ce qui nous a permis d'aller assez vite, c'est que nous le faisons dans le cadre d'un marché ouvert avec un prestataire. Donc, qui évidemment fait gagner un peu de temps. Oui, donc 250 000 euros. Espérons-le. Non, évidemment, il va y avoir un accompagnement là, des enseignants pour leur permettre de s'approprier l'outil. Alors, il est livré en sorte quelque sorte clé en main, c'est-à-dire qu'il y a un système, lié, mais puisque la question, c'était une préoccupation des membres, il sera toujours possible d'utiliser ces instruments avec des outils qui ne sont pas liés, tels que Big Blue Button. C'est Avaya qui nous équipe, donc on a les applis Avaya, mais il sera toujours possible d'utiliser ces instruments avec d'autres systèmes. Donc voilà, tout cela pour dire que on pourra faire un accompagnement sur comment s'approprie-t-on l'outil, comment on l'allume, comment on le fait fonctionner, comment on lance les applications. Ensuite, ce sont les équipes des membres qui prennent le relais si d'aventure tel membre dit moi ça sera pas avec Avaya mais mettons avec Big Blue Button qu'on le fait. Et donc là ça renvoie à l'accompagnement par les membres de leurs enseignants. Et s'ils demandent à utiliser cet outil, c'est qu'on peut le supposer, ils ont une familiarité ou déjà, disons, l'opportunité de le faire fonctionner, notamment dans le temps du confinement. Donc ça renvoie éventuellement à des apprentissages préalables, mais bon, alors, évidemment, il est très important que cela puisse être utilisé bel et bien si l'intention est d'en passer par des modes hybrides. Donc nous accompagnerons, mais on va s'articuler avec les membres parce que éventuellement il y aura des réponses que nous ne pourrons pas apporter, mais que
les membres apporteront à leurs enseignants, pour les raisons que je dis, quoi, parce que... Peut-être ajouter quelque chose, justement. À l'EHESS, on a un prestataire. Ah, avec le micro, pardon. Ah. Je peux peut-être ajouter juste quelque chose. À l'EHESS, on a prévu d'avoir recours au service d'un prestataire qui sera là de 9h à 18h30 dans le premier mois ou les 2 premiers mois de l'installation, pour être certain, pour vraiment chouchouter nos enseignants et faire en sorte que s'il y a le moindre problème, il y a quelqu'un qui puisse réagir immédiatement. Effectivement, c'est quelque chose qui nous a été très à cœur d'assurer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie.